Et vous, si vos propres enfants vous regardaient comme un fardeau à éliminer? Cette question glacée traverse l'esprit de Rose Dubois, tandis qu'elle observe ses 3 enfants rassemblés dans le salon familial. Leurs visages fermés, leurs regards fuyants, leurs gestes nerveux, tout trahit une décision déjà prise, une sentence déjà prononcée. L'odeur familière de la lavande qui parfume depuis 40 ans cette maison modeste de Marseille semble soudain étouffante, comme si l'air lui-même pressentait la catastrophe imminente. Maman, papa, Sandra, l'aînée, triture ses bagues dorées avec cette manie qu'elle a développée depuis qu'elle a épousé son banquier. Il faut qu'on parle sérieusement. Antoine Dubois, 75 ans, les mains calleuses d'une vie de travail acharnée, sans son estomac se nouer. Assis dans son fauteuil élimé, celui où il a passé des milliers d'heures à regarder ses enfants grandir, il devine déjà ce qui va suivre. Les silences pesants, les coups d'œil complices entre Sandra, Bruno et Robert. Tout ressemble à une embuscade soigneusement orchestrée. Vous ne pouvez plus rester seul ici, poursuit Sandra d'une voix mécanique, récitant visiblement un discours répété. Papa, tu oublies d'éteindre le gaz. Maman, tu as failli tomber dans les escaliers la semaine dernière. On s'inquiète pour vous. Rose échange un regard avec son époux, 52 ans de mariage, et ils n'ont besoin d'aucun mot pour se comprendre. Dans les yeux d'Antoine, elle lit la même amertume, la même incompréhension douloureuse. Ces enfants pour qui ils ont tout sacrifié, ces adultes qu'ils ont élevés dans l'amour et la générosité, parlent d'eux comme de vieillards séniles. « Nous allons très bien », murmure Rose, sa voix tremblant malgré elle. « Cette maison, c'est notre vie, nos souvenirs. » Justement, Bruno l'interrompt avec cette agressivité qui le caractérise depuis l'adolescence. 38 ans, costume froissé, l'haleine chargée d'alcool même à 15 heures. Ces souvenirs, vous les vivez dans le passé. Regardez-vous, papa traîne en pyjama jusqu'à midi, maman parle toute seule en faisant la cuisine. Vous dépérissez. Le mot claque dans l'air comme une gifle. Rose sent ses yeux s'embuer, mais elle refuse de pleurer devant ces étrangers qui portent le nom de ses enfants. Car c'est bien cela, le plus atroce. Ces visages familiers, ces voix qu'elle reconnaîtrait entre mille, appartiennent désormais à des inconnus. Quand exactement l'amour s'est-il transformé en fardeau? À quel moment précis ces petits sont-ils devenus ces adultes froids, calculateurs, impatients de se débarrasser de leurs géniteurs? Robert, le cadet, reste silencieux. Contrairement à ses frères et sœurs, il évite le regard de ses parents, fixant obstinément ses chaussures. Cette attitude intrigue Rose. Elle, qui le connaît par cœur, elle perçoit sa gêne, son malaise, comme s'il luttait contre une voix intérieure. « On a visité la résidence Saint-Jacques », reprend Sandra en sortant une brochure colorée de son sac Hermès. « C'est un établissement de qualité, papa. Des soins médicaux, des activités, d'autres personnes de votre âge. Vous ne serez plus isolés. » Isolés. Le mot résonne comme une accusation. Isolés de qui? De ces enfants qui ne leur rendent visite qu'aux anniversaires et aux fêtes, de ces petits-enfants qu'ils voient grandir uniquement sur les photos Facebook? Rose et Antoine ne sont isolés que de cette famille qui les rejette, cette descendance qui a honte d'eux. « Et si nous refusons ?» demande Antoine d'une voix étonnamment ferme. Le silence qui suit glace l'atmosphère. Sandra et Bruno échangent un regard entendu, celui de complices qui ont préparé tous les arguments. « Papa, soyez raisonnable », soupire Bruno. « Vous avez eu un bon parcours, vous avez élevé 3 enfants, vous avez travaillé dur. Maintenant, laissez-nous nous occuper de vous. C'est à notre tour de prendre les décisions. » Ces mots, prononcés avec une condescendance insupportable, achèvent de briser le cœur de Rose. Eux qui ont trimé toute leur vie, se privant de vacances pour payer les études de leurs enfants, économisant chaque centime pour leur offrir un avenir meilleur, se retrouvent traités comme des gamins capricieux. « La camionnette de la résidence passe vous chercher demain matin », annonce Sandra en consultant sa montre en or. « J'ai préparé vos affaires essentielles. Ne vous inquiétez pas pour le reste, on s'occupera de vider la maison. » Vider la maison. Ces 3 mots résonnent comme un glas. 52 ans de vie commune, de bonheur partagé, de peines surmontées ensemble. Tout cela réduit à quelques cartons étiquetés par des mains indifférentes.
Rose regarde une dernière fois ce salon où elle a consolé les chagrins d'enfance, célébré les premiers emplois, où elle a brodé au coin du feu pendant qu'Antoine lisait le journal à voix haute. Dans quelques heures, des étrangers décideront du sort de chaque objet, de chaque souvenir. Les photos de famille finiront-elles dans des albums poussiéreux ou directement à la poubelle? Le bruit d'un moteur diesel interrompt ses pensées. Par la fenêtre, une camionnette blanche portant l'inscription « Résidence Saint-Jacques » se gare devant leur portail. Deux hommes en blouse bleue en descendent, habitués à ces missions de récupération humaine. Antoine se lève lentement, sa fierté d'homme l'empêchant de montrer sa détresse. Rose l'imite, ses jambes tremblant sous le poids de cette trahison familiale. « Voilà qui arrive », murmure Sandra, presque soulagée que cette comédie touche à sa fin. Les adieux les plus cruels sont souvent ceux qui se déguisent en bienveillance. Rose observe ses trois enfants dans l'entrée de la maison familiale, théâtre d'une mascarade orchestrée pour les témoins extérieurs. Sandra a soudain retrouvé des larmes de crocodile. Bruno feint une émotion qu'il ne ressent manifestement pas, et Robert. Robert détourne toujours le regard, comme si la culpabilité lui pesait sur les épaules. « Madame, monsieur, nous sommes là pour vous accompagner », déclare le chauffeur d'une voix professionnellement douce. Thierry, selon son badge, a ce regard fatigué de celui qui assiste quotidiennement aux drames familiaux modernes. Combien de fois a-t-il joué cette scène? Combien d'enfants a-t-il vu abandonner leurs parents avec la même hypocrisie? « Prenez soin d'eux », lance Sandra d'une voix théâtralement brisée, s'approchant pour embrasser sa mère. Mais ses lèvres effleurent à peine la joue de Rose, contact glacé d'un baiser de Judas. « Vous allez voir, maman, vous serez bien mieux là-bas. » Rose sent l'eau de toilette hors de prix de sa fille, ce parfum qui coûte plus cher que leur budget mensuel de retraité. Cette odeur lui donne la nausée, symbole de cette distance sociale qui s'est creusée entre eux. Quand Sandra a-t-elle commencé à avoir honte de ses parents modestes? À quel moment leurs vêtements simples, leur français populaire, leurs habitudes d'ouvriers sont-ils devenus des sources d'embarras? Bruno s'avance à son tour, serrant machinalement la main de son père. Une poignée de main, comme on salue un collègue de bureau, pas l'homme qui vous a appris à faire du vélo, qui a veillé vos nuits de fièvre, qui s'est saigné aux 4 veines pour payer vos études de commerce. « Au revoir, papa », marmonne-t-il, pressé d'en finir avec cette comédie sentimentale. Seul Robert reste à distance, les mains enfoncées dans les poches de son jean délavé. Lui, au moins, ne joue pas la fausse émotion. Son silence vaut tous les discours. Sa gêne palpable trahit un reste d'humanité que ses aînés ont visiblement perdu. Rose croise son regard une fraction de seconde et y lit quelque chose qui ressemble à des excuses muettes. « Allez-y, on s'occupe de tout », déclare Sandra en consultant encore cette montre qui semble compter les minutes de sa liberté retrouvée. Thierry aide Rose à monter dans la camionnette. Le véhicule sent le désinfectant et cette odeur particulière des personnes âgées transportées contre leur gré. Sur les sièges usés, combien d'autres vieillards ont pleuré en regardant défiler leur ancienne vie par la vitre. Antoine s'installe à côté de sa femme, sa main trouvant naturellement la sienne. 52 ans de mariage et ce geste simple reste leur plus grande force. Ensemble, ils ont survécu aux difficultés financières, aux inquiétudes parentales, aux petites et grandes épreuves de l'existence. Ensemble, ils affronteront cette ultime humiliation. La camionnette démarre avec un ronronnement de diesel fatigué. Rose colle son visage à la vitre, regardant une dernière fois cette maison qui fut leur royaume. Le petit jardin où Antoine cultivait ses tomates. La fenêtre de la cuisine, où elle préparait des milliers de repas familiaux, le portail devant lequel ils ont immortalisé chaque rentrée scolaire. Ces enfants restent sur le trottoir, agitant mécaniquement la main comme on chasse une mouche importune. Déjà, elle voit Sandra sortir son téléphone, probablement pour appeler l'entreprise de débarras. Dans leur esprit, le problème est réglé, l'encombrement éliminé. Le trajet jusqu'à la résidence dure 23 minutes exactement. 23 minutes pour traverser Marseille, pour passer d'une vie à une autre, d'un monde familier à un univers hostile. Rose regarde défiler les rues de sa jeunesse, les commerces où elle faisait ses courses, la boulangerie où Madame Fernandez lui gardait toujours les derniers croissants pour les petits-enfants.
Tout ce quotidien tissé de petites habitudes, de liens sociaux, de repères rassurants, s'évanouit derrière la vitre comme un rêve qui se dissipe au réveil. Jacques apparaît enfin, bâtiment moderne aux lignes froides, entouré de pelouses parfaitement entretenues, mais sans âme. Une pancarte dorée annonce fièrement « Résidence médicalisée de Standing, votre sérénité, notre priorité ». Donc quel marketing cynique, comme si l'abandon pouvait se maquiller en confort, comme si la séparation forcée d'avec sa famille pouvait s'habiller de bienveillance. Thierry coupe le moteur. Le silence soudain pèse lourd, chargé d'une finalité terrible. Rose serre plus fort la main d'Antoine, puisant dans cette étreinte la force de descendre de ce véhicule qui les mène vers l'inconnu. « Voilà, nous sommes arrivés », annonce le chauffeur avec cette gentillesse professionnelle qui ne trompe personne. La porte automatique de la résidence s'ouvre avec un chuintement électrique. Rose franchit ce seuil en sachant qu'elle ferme définitivement la porte sur sa vie d'avant. Derrière elle, le claquement métallique de la camionnette qui repart sonne comme un couperet. Sa vie de famille vient de prendre fin. Dans le hall aseptisé aux couleurs pastel, une hôtesse d'accueil les attend avec un sourire formaté et un dossier administratif. L'odeur de désinfectant mélangée à celle des plats réchauffés saisit Rose à la gorge. Bienvenue dans votre nouvelle prison dorée. L'enfer moderne porte parfois un visage poli et des murs repeints. Rose s'éveille dans un lit qui n'est pas le sien, entre des draps qui sentent la javel industrielle, plutôt que l'adoucissant à la lavande qu'elle utilisait depuis des décennies. La lumière blafarde du néon au plafond remplace le doux soleil matinal qui filtrait à travers les rideaux brodés de sa chambre conjugale. Dans le lit voisin, Antoine fixe le plafond, les yeux rougis d'une nuit blanche où les gémissements et les pleurs d'autres résidents ont ponctué chaque heure, 6h30. L'heure du réveil obligatoire sonne avec la brutalité d'un clairon militaire. Dans le couloir, le claquement des sabots en caoutchouc du personnel soignant résonne comme une marche funèbre. Rose se redresse péniblement. Ses articulations protestent contre ce matelas trop dur, cette chambre trop froide, cette nouvelle existence qui lui colle à la peau comme un vêtement mal taillé. « Bonjour, Madame Dubois !» lance l'aide-soignante en entrant sans frapper. Karine, d'après son badge, 25 ans maximum, le sourire professionnel vissé au visage et cette efficacité mécanique qui déshumanise chaque geste. Il est l'heure de la toilette. La toilette. Comme si Rose, qui s'est lavée seule pendant 75 ans, avait soudain perdu cette capacité élémentaire. Mais ici, chaque acte d'autonomie semble suspect, chaque velléité d'indépendance transformée en risque potentiel. Déjeuner se prend dans une salle commune aux dimensions d'un hangar, où 50 personnes âgées sirotent en silence un café industriel au goût de carton mouillé. Rose observe ces visages fatigués, ces regards perdus dans le vide, ces êtres humains réduits au statut de patients. À la table voisine, un homme aux cheveux blancs parle tout seul, récitant peut-être des conversations d'autrefois avec des interlocuteurs qui ne reviendront jamais. « Première nuit, difficile », murmure une voix douce à côté d'elle. Rose se tourne vers une femme élégante malgré l'âge, les cheveux soigneusement coiffés, les yeux encore vifs d'intelligence. Contrairement à la plupart des résidents qui portent des survêtements informes, cet inconnu a gardé sa coquetterie. Chemisier repassé, collier de perles discrètes, rouge à lèvres subtilement appliqué. Jeanne Moreau, se présente-t-elle avec un sourire qui semble authentique, première trace d'humanité depuis 24 heures. Pas la comédienne, hélas. Et vous êtes les nouveaux, Rose et Antoine Dubois, si mes oreilles ne me trompent pas. Rose hoche la tête, surprise de cette approche chaleureuse dans cet univers froid. Jeanne a cette façon particulière de parler qui trahit une éducation soignée, un raffinement naturel que la résidence n'a pas encore entamé. « 6 mois que je suis ici », poursuit Jeanne en baissant la voix. « Mes enfants ont eu la même illumination que les vôtres, pour mon bien évidemment, mais ne vous laissez pas abattre trop vite. Il y a encore de la vie possible, même entre ces murs. » Antoine s'approche avec son plateau, ses mains tremblant légèrement sous le poids de l'émotion contenue. Jeanne l'accueille avec la même bienveillance, cette capacité rare de voir l'humain derrière le résident, l'individu derrière le pensionnaire. « Pierre »,
appelle-t-elle vers un homme aux allures de professeur émérite qui lit le Figaro dans un coin isolé. Venez rencontrer nos nouveaux compagnons d'infortune. Pierre Lalande se lève avec une dignité qui force le respect. 78 ans, le port altier, une moustache blanche parfaitement taillée et ses mains aux ongles soignés qui trahissent des années d'activité intellectuelle. Lui aussi porte ses vêtements comme une armure contre l'uniformisation institutionnelle. Ancien proviseur de lycée, se présente-t-il en serrant fermement la main d'Antoine. 40 ans à transmettre les humanités classiques à des générations d'élèves. Aujourd'hui, mes propres enfants considèrent que je radote. L'ironie du sort, n'est-ce pas? Rose découvre avec surprise que ces deux personnes, abandonnées comme elle, ont su préserver leur personnalité face à l'anonymat institutionnel. Jeanne, ancienne bibliothécaire, cultive encore cette passion des mots qui l'animait. Pierre garde cette posture d'intellectuel qui a nourri tant d'esprits jeunes. Ici, on nous traite comme des meubles qu'on range, murmure Jeanne en jetant un coup d'œil vers les aides-soignantes qui surveillent la salle. Mais nous restons ce que nous avons toujours été, des êtres humains avec une histoire, des émotions, des rêves inachevés. Le café, effectivement amer, prend soudain un goût différent dans la bouche de Rose. Non pas meilleur, mais chargé d'une solidarité naissante, d'une complicité entre naufragés du même bateau familial. Ces trois inconnus, réunis par l'abandon et le mépris de leur descendance, découvrent qu'ils partagent plus que leurs conditions de résidents. Ils partagent cette blessure commune de l'ingratitude filiale. Vous verrez, reprend Pierre avec un sourire mélancolique, ici, les vrais liens se tissent différemment, plus authentiques peut-être, parce que dépouillés de tout intérêt. Nous n'avons plus rien à donner que notre présence mutuelle. Rose regarde autour d'elle cette salle commune qui lui semblait si hostile à son réveil. Les mêmes néons blafards, le même carrelage froid, les mêmes murs couleur hôpital. Mais dans le regard de Jeanne et Pierre, elle entrevoit une possibilité qu'elle n'imaginait pas. Survivre à cette épreuve, non pas seule, mais entourée d'âmes sœurs qui comprennent sa douleur sans avoir besoin de longues explications. La matinée s'étire entre les soins obligatoires et les activités imposées. Atelier mémoire, séance de kinésithérapie, distribution de médicaments, un emploi du temps minuté qui infantilise ces adultes accomplis. Mais Rose découvre que Jeanne et Pierre ont développé leur propre stratégie de résistance. Lecture partagée, conversation cultivée, promenade dans le petit jardin où l'administration a planté quelques roses pour faire illusion. Le soir venu, tandis qu'Antoine s'endort enfin d'épuisement, Rose reste éveillée dans l'obscurité. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne pleure pas. Les rencontres de la journée ont fissuré le mur de désespoir qui l'entourait. Ses deux compagnons d'infortune lui ont montré qu'il était possible de rester soi-même, même dans l'adversité. Dehors, Marseille continue sa vie nocturne, indifférente au drame qui se joue derrière les murs feutrés de la résidence. Il arrive qu'un ange apparaisse sous les traits d'une infirmière fatiguée. Madame Lefebvre traverse le couloir de la résidence avec cette démarche particulière des soignantes qui ont vu passer tant de vies, tant de souffrances, qu'elles ont développé cette capacité rare de distinguer ceux qui ont encore envie de se battre de ceux qui se laissent mourir. À 55 ans, cette femme aux cheveux grisonnants porte sur ses épaules 20 années de service dans cet établissement. Elle a vu défiler les modes managériales, les changements de direction, les réformes budgétaires, mais elle garde intact ce qui fait d'elle une vraie soignante. L'attention portée à l'individu derrière le résident. Là, quelque chose dans l'attitude de Rose et Antoine attire son attention. Contrairement à beaucoup de nouveaux arrivants qui sombrent rapidement dans la résignation, ce couple dégage encore une dignité, une présence qui refuse de s'éteindre. « Monsieur et Madame Dubois », dit-elle en s'approchant de leur table au petit déjeuner. « Je suis Madame Lefebvre, infirmière coordinatrice. J'aimerais m'entretenir avec vous, si vous le voulez bien. » Sa voix porte cette tonalité particulière qui distingue immédiatement les professionnels par vocation de ceux qui exercent par défaut. Rose lève les yeux, surprise de cette approche personnalisée dans un univers où elle ne se sent qu'un numéro de chambre. « Venez !»
reprend Madame Lefebvre. Allons prendre un vrai café dans mon bureau. Celui-ci est effectivement imbuvable. Cette simple reconnaissance du goût détestable du breuvage institutionnel établit d'emblée une complicité. Madame Lefebvre les guide vers un petit bureau chaleureux, aux murs couverts de photos d'anciens résidents, de dessins d'enfants, de cartes postales. Un espace humanisé au cœur de la froideur administrative. « Asseyez-vous », propose-t-elle en préparant un café dans une vraie cafetière italienne. « Racontez-moi ce qui vous amène ici, et ne me servez pas le discours officiel de vos enfants. J'ai l'habitude. » Antoine et Rose échangent un regard. Depuis leur arrivée, personne ne leur a demandé leur version des faits, leurs ressentis, leurs peurs. Cette femme est la première à s'intéresser à eux en tant qu'individu, pas seulement en tant que nouveau dossier à traiter. « Nos enfants pensent qu'on ne peut plus se débrouiller seul, commence Rose d'une voix hésitante. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» interrompt doucement Madame Lefebvre. La question, si simple, libère une émotion que Rose retenait depuis des jours. Les larmes montent, mais pas celles du désespoir, celles du soulagement de pouvoir enfin s'exprimer. « On se débrouillait très bien », murmure-t-elle. « Antoine a juste eu un petit malaise le mois dernier, et moi j'ai glissé sur une marche mouillée. Mais de là à nous traiter comme des incapables. » Madame Lefebvre écoute. Vraiment. Ses yeux ne consultent pas une montre. Ses mains ne pianotent pas sur un clavier d'ordinateur. Elle accorde à ce couple ce bien devenu rare, une attention totale, un moment suspendu où leurs paroles comptent. « J'ai vu votre dossier médical », reprend-elle après un silence. « Vous êtes en bonne santé pour votre âge. Pas de pathologie lourde, pas de troubles cognitifs. Vos enfants ont peut-être voulu prendre les devants, mais ils auraient pu vous consulter avant de décider pour vous. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, valident enfin le sentiment d'injustice qui ronge le couple depuis des semaines. Madame Lefebvre reconnaît leur lucidité, leur capacité de jugement, leur droit à l'autodétermination. « Maintenant que vous êtes là, » poursuit-elle en servant le café dans de vraies tasses, « nous allons faire en sorte que votre séjour soit le moins pénible possible. J'ai remarqué que vous avez sympathisé avec Jeanne et Pierre. C'est excellent. Ils vous aideront à vous repérer ici. » Elle se lève, va chercher dans son armoire un dossier qu'elle ouvre devant eux. « Voyez-vous, cette résidence accueille deux types de résidents. Ceux qui arrivent par nécessité médicale et ceux qui arrivent par commodité familiale. Vous appartenez visiblement à la seconde catégorie. Cela change tout dans l'approche thérapeutique. » Antoine, qui n'avait pas encore parlé, trouve enfin la force de poser la question qui le hante. « Combien de temps ? Combien de temps devrons-nous rester ici ?» Madame Lefebvre le regarde avec une compassion qui ne s'apprend dans aucune école d'infirmière. « Légalement, rien ne vous oblige à rester. Vous êtes entré de votre plein gré, vous pouvez repartir de même. Mais pratiquement. » Elle soupire. « Vos enfants ont-ils conservé votre logement? Vos affaires ?» Le silence qui suit répond à sa question. Sandra a été très claire. La maison sera vendue, les meubles dispersés, les souvenirs triés par des mains étrangères. « Je vois », murmure Madame Lefebvre. « C'est malheureusement un schéma classique. Les familles brûlent les ponts derrière elles pour éviter les remords. » Elle se penche vers eux, baissant la voix. « Mais écoutez-moi bien, vous n'êtes pas morts. Vous avez encore des années devant vous, peut-être des belles années. Ne les gâchez pas en vous morfondant sur ce qui est perdu. Construisez quelque chose de nouveau. Jeanne et Pierre y arrivent très bien. » Cette conversation, qui dure à peine 1 heure, redonne à Rose et Antoine une sensation qu'ils croyaient disparue, celle d'être respectés. Madame Lefebvre ne les traite pas en victimes à plaindre, mais en adultes capables de se réinventer. En sortant du bureau, ils croisent Jeanne et Pierre qui les attendent dans le couloir, avec des sourires complices. « Alors ?» demande Jeanne. « Elle vous a fait son petit speech sur la reconstruction personnelle. Cette femme est un trésor, » ajoute Pierre. « Grâce à elle, j'ai repris l'enseignement bénévole auprès des jeunes aides-soignantes. Et Jeanne anime un club de lecture tous les jeudis, société parallèle au sein de l'institution, préservant leur dignité et leur passion malgré l'environnement hostile. Pour la première fois depuis leur arrivée, elle envisage que cette épreuve ne soit peut-être pas une fin, mais un commencement différent.
Il suffit parfois d'une graine qui pousse pour qu'un cœur reprenne espoir. 3 semaines après leur arrivée forcée, Antoine découvre par hasard le petit jardin de la résidence. Coincé entre le bâtiment principal et la buanderie, cet espace oublié de 10 mètres carrés ressemble davantage à un terrain vague qu'à un lieu de détente. Des mauvaises herbes envahissent les plates-bandes abandonnées. Quelques rosiers rachitiques survivent tant bien que mal, et une fontaine ornementale crache un filet d'eau brunâtre dans un bassin couvert d'algues. Mais Antoine, qui a passé 40 ans de sa vie à cultiver son potager familial, voit au-delà de la négligence apparente. Ses mains, engourdies par l'inactivité forcée depuis des semaines, se mettent à fourmiller d'impatience. Ses doigts, qui ont planté, taillé, arrosé pendant des décennies, retrouvent soudain leur raison d'être. « Qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans » lui demande Gérard, l'agent d'entretien, en le voyant agenouillé dans la terre humide. « C'est pas un endroit pour les résidents, ça. »« Je regarde », répond Antoine avec cette simplicité désarmante qui caractérise les gens sincères. « Ces rosiers, ils sont malades, mais ils peuvent être sauvés. Et cette terre, elle est bonne, juste mal nourrie. » Gérard, 50 ans, embauché depuis 6 mois dans cet établissement qu'il considère comme un job alimentaire, en attendant mieux, observe cet homme âgé qui parle des plantes avec une passion qu'il n'a jamais ressentie pour son travail. « Vous vous y connaissez » demande-t-il intrigué malgré lui. « J'ai eu un jardin pendant 40 ans, répond Antoine en caressant délicatement une tige de rosier. Chaque année, ma femme avait les plus belles tomates de la rue, et moi les roses les plus parfumées du quartier. Sa voix se charge d'émotion en évoquant ce passé confisqué. Gérard comprend intuitivement qu'il se trouve face à un homme en manque de sens, de but, d'utilité. Écoutez, il regarde autour de lui, s'assure que personne ne les observe. Officiellement, je peux pas vous laisser bricoler ici, mais officieusement. Si vous me donnez des conseils pour arranger ce bordel, ça m'arrangerait. La direction me harcèle pour que ce coin soit présentable, mais j'y connais rien en jardinage. C'est ainsi que naît une collaboration improbable entre le retraité abandonné et l'agent d'entretien désabusé. Chaque matin, après le petit déjeuner obligatoire, Antoine retrouve Gérard dans le jardin. Ensemble, ils arrachent les mauvaises herbes, taillent les rosiers, nettoient la fontaine. Les mains d'Antoine retrouvent leurs gestes d'autrefois, cette science ancestrale du jardinage que nul manuel ne peut enseigner. Rose observe cette transformation avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Son mari, qui dépérissait entre les murs beiges de la résidence, reprend des couleurs au contact de la terre. Ses joues creuses se remplissent, ses épaules voûtées se redressent, ses yeux éteints retrouvent cette étincelle qu'elle lui connaissait, quand il lui apportait ses premiers radis du printemps. « Tu devrais venir m'aider », lui propose-t-il un matin en rentrant les mains noires de terreau. « Il y a une petite serre abandonnée derrière la buanderie. On pourrait faire des semis, préparer la saison prochaine. » Préparer la saison prochaine. Ces mots, prononcés naturellement, frappent Rose comme une révélation. Pour la première fois depuis leur arrivée, Antoine projette leur existence au-delà du jour présent. Il envisage un avenir, même limité, même contraint par ces murs d'institution. Jeanne et Pierre ne tardent pas à découvrir cette activité clandestine. Loin de la dénoncer, ils deviennent les complices enthousiastes de cette renaissance verte. Jeanne apporte ses connaissances botaniques glanées dans ses années de bibliothécaire. Pierre met à disposition sa culture littéraire pour identifier les variétés de roses anciennes. « Savez-vous » déclare Pierre en admirant un rosier que les soins d'Antoine ont fait revivre, que Ronsard comparait sa Cassandre à une rose. Mignonne, allons voir si la rose. Ce jardin devient poétique, mon cher Antoine. Le petit groupe de 4 amis transforme progressivement cet espace délaissé en havre de paix. Rose découvre qu'elle a gardé son don pour les compositions florales, arrangeant dans des vases de fortune les premières fleurs sauvées par son mari. Jeanne organise des lectures de poésie près de la fontaine remise en état. Pierre donne des cours d'histoire de l'art appliqués au jardin français. Société parallèle attire bientôt l'attention d'autres résidents. Madame Rousseau, ancienne couturière qui ne sortait plus de sa chambre, vient s'asseoir chaque après-midi sur le banc qu'Antoine a repeint.
Monsieur Girard, ancien menuisier, fabrique des jardinières avec les planches de récupération que Gérard lui fournit discrètement. Le jardin devient le symbole de leur résistance collective contre l'anonymat institutionnel. Dans ce carré de verdure, ils ne sont plus des résidents numérotés, mais des individus avec des compétences, des passions, des histoires personnelles qui méritent d'être préservées et partagées. Un matin de mai, Rose surprit Antoine en train de rire. Un vrai rire, spontané, joyeux, qui résonne dans le petit jardin comme une mélodie oubliée. Il vient de réussir à faire refleurir un rosier que tous croyaient mort, et cette victoire minuscule sur la décrépitude l'emplit d'une fierté qu'il croyait disparue. « Tu vois ?» murmure-t-il à sa femme en lui montrant le bourgeon qui perce. « Il suffit parfois de croire qu'on peut encore servir à quelque chose. Cette rose, elle avait juste besoin qu'on s'occupe d'elle. Comme nous, finalement. » Rose regarde ce jardin transformé, ces visages d'amis qui ont retrouvé le sourire, cette petite communauté qui s'est construite malgré l'adversité. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressent quelque chose qui ressemble au bonheur. Pas le bonheur d'autrefois, celui de sa maison familiale et de ses habitudes rassurantes, mais un bonheur différent, né de la solidarité et de la création collective. Là, en s'endormant dans ce lit qui commence à lui devenir familier, Rose se surprend à penser que demain sera peut-être un beau jour. Dans le jardin, les roses d'Antoine embaumeront l'air matinal et leurs nouveaux amis se retrouveront pour partager ce petit miracle quotidien, la preuve que la vie peut reprendre, même après l'abandon. Dehors, Marseille s'endort dans ses lumières urbaines, ignorant que derrière les murs de la résidence Saint-Jacques, 4 cœurs brisés apprennent à battre au rythme d'un espoir retrouvé. Il est des conversations qui ne peuvent avoir lieu qu'entre époux, dans l'intimité de 50 années de complicité. Là, Rose et Antoine s'installent sur le petit banc qu'il a restauré dans leur jardin secret. La résidence s'endort autour d'eux. Les lumières des chambres s'éteignent une à une, laissant place à cette heure silencieuse où les pensées les plus profondes remontent à la surface comme des bulles dans une eau tranquille. La fontaine murmure son chant régulier, les roses d'Antoine exhalent leur parfum dans l'air tiède de cette soirée de juin. Ce cadre apaisé, fruit de leurs efforts communs, semble propice aux confidences que le tumulte des premières semaines a rendues impossibles. « Tu sais à quoi je pense ?» murmure Rose en prenant la main calleuse de son mari. « À cette nuit où Sandra avait la fièvre, quand elle avait 8 ans. Tu te rappelles? Tu avais fait 3 heures de route pour trouver une pharmacie de garde. » Antoine sourit dans la pénombre. Comment pourrait-il oublier cette course folle dans la nuit marseillaise, Sandra brûlante de fièvre dans les bras de Rose, sa terreur de père face à ce petit corps fragile qui luttait contre la maladie. « Mais Bruno, continue Rose, quand il a cassé la jambe en tombant de son vélo, on avait passé 3 nuits à l'hôpital à se relayer pour qu'il ne se sente jamais seul. Les souvenirs affluent, portés par cette mélancolie particulière des parents qui revisitent leur dévouement passé. Combien de nuits blanches à veiller des enfants malades, combien de sacrifices financiers pour leur payer des études, des vêtements corrects, des vacances dont eux-mêmes se privaient. On a peut-être été trop bons, soupire Antoine, trop généreux, trop dévoués. Peut-être qu'on aurait dû leur apprendre la valeur de l'effort, de la reconnaissance. Rose secoue la tête. Cette idée la hante depuis leur arrivée forcée à la résidence. Cette culpabilité de parents qui se demandent s'ils ont mal éduqué leurs enfants. « Non !» dit-elle avec une conviction qui la surprend elle-même. « On a aimé comme on savait aimer. Pleinement, généreusement, sans calcul. Si c'est une erreur, alors c'est une belle erreur. » Antoine resserre son étreinte sur sa main. Dans ce geste, 52 ans de complicité conjugale, de soutien mutuel, de partage silencieux des joies et des peines. Cet homme qui a travaillé comme un forçat pour nourrir sa famille, cette femme qui a cousu jusqu'à tard dans la nuit pour habiller correctement ses enfants, se retrouvent aujourd'hui condamnés pour excès d'amour. « Tu te souviens de Robert quand il a eu son bac ?» reprend Antoine, une tendresse infinie dans la voix. Il pleurait en nous serrant dans ses bras. Il répétait « Merci papa, merci maman, sans vous j'y serais jamais arrivé. » Robert, le plus jeune, celui qui hier encore évitait leur regard lors de cette mascarade d'adieu.
Comment ce petit garçon reconnaissant est-il devenu cet homme qui détourne les yeux de ses parents? Il avait honte, tu as vu, murmure Rose. Contrairement aux deux autres, lui, il avait honte. Peut-être qu'il reste encore quelque chose à sauver de ce côté-là. L'espoir, ténu, s'immisce dans leur conversation. Car malgré la douleur de l'abandon, malgré l'humiliation de se retrouver parqué dans cette institution, ils restent parents. Cette identité-là, personne ne peut la leur retirer, pas même des enfants ingrats. On leur a donné notre jeunesse, continue Antoine en regardant les étoiles qui percent timidement la pollution lumineuse de la ville. Nos samedis soirs, on les passait à raccommoder leurs vêtements ou à les aider dans leurs devoirs. Nos vacances, on les sacrifiait pour leur payer des cours particuliers. Nos sorties au restaurant, on s'en privait pour qu'ils puissent partir en classe verte. Et on était heureux, ajoute Rose. C'était ça, notre bonheur. Les voir grandir, réussir, s'épanouir. On ne comptait pas nos efforts parce qu'on les aimait. Cette révélation sonne comme une libération. Oui, ils ont tout donné, mais par amour, pas par obligation. Leur sacrifice était joyeux, leur dévouement naturel. Si leurs enfants ne comprennent plus cette logique, c'est peut-être qu'ils ont oublié ce que signifie aimer sans compter. Tu crois qu'ils se souviennent? Demande Antoine. Tu crois qu'il leur arrive de repenser à tout ce qu'on a fait pour eux? Rose contemple les roses qui s'épanouissent dans la nuit, fruits du travail patient et amoureux de son mari. Ces fleurs ne lui doivent rien, ne lui apporteront aucun profit, mais elles existent grâce à lui. N'est-ce pas là la plus belle récompense? S'ils ont oublié, tant pis pour eux, dit-elle avec une sérénité nouvelle. Nous, on se souvient, on sait ce qu'on a donné, comment on a aimé. Personne ne peut nous voler ces souvenirs-là. La conversation se poursuit dans un silence complice, ces époux qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Autour d'eux, le jardin qu'ils ont fait renaître témoigne de leur capacité à créer de la beauté même dans l'adversité. Tu sais ce qui me fait le plus mal, finit par avouer Rose, c'est pas qu'il nous ait abandonnés, c'est qu'il nous ait regardés comme un fardeau. Nous, qui avons porté leur fardeau d'enfant sans jamais nous plaindre. Antoine acquiesce. Cette inversion des rôles, cette ingratitude abyssale, fait plus de mal que l'abandon lui-même. Être rejeté par ceux qu'on a portés, être considéré comme gênant par ceux qu'on a servis. Voilà la vraie blessure, celle qui ne guérit pas avec du temps. Mais regarde-nous maintenant, reprend-il, en désignant le jardin, puis leurs mains entrelacées. On a retrouvé des amis, une activité, un sens à nos journées. Peut-être qu'au fond, ils nous ont rendu service. On découvre qu'on peut encore être utile, encore créer du beau, encore aimer. Rose sourit dans l'obscurité. Cet homme qu'elle a épousé il y a plus d'un demi-siècle garde intact cet optimisme qui l'a séduite. Malgré les épreuves, malgré l'abandon, ils trouvent encore la force de voir le positif dans leur situation. On va leur montrer, murmure-t-elle, avec une détermination qui l'étonne. On va leur montrer qu'on sait vivre sans eux, qu'on sait être heureux malgré eux. C'est peut-être la plus belle leçon qu'on puisse encore leur donner. Dans le ciel de Marseille, les étoiles brillent avec une intensité particulière cette nuit-là, témoin silencieux de cette conversation qui scelle un nouveau pacte entre ces deux âmes sœurs, survivre ensemble à l'ingratitude de leur descendance. Parfois, les plus grandes révélations naissent dans l'intimité d'une amitié sincère. Midi, le petit groupe s'est installé dans le salon de lecture que Jeanne a réussi à négocier avec la direction. Loin de l'agitation du hall principal, cette pièce aux fauteuils usés mais confortables est devenue leur refuge quotidien. Sur la table basse, Rose a disposé un bouquet de roses d'Antoine, tandis que Pierre lit à voix haute un passage de Colette qui évoque les jardins de son enfance. L'atmosphère est sereine, complice, chargée de cette tendresse particulière qui unit les âmes sœurs dans l'épreuve. Depuis 3 mois maintenant, ces 4 amis partagent leurs peines et leurs petites joies, construisant jour après jour une intimité plus authentique que celle qu'ils ont connue avec leur propre famille. Vous savez, murmure Rose en regardant ses mains ridées, parfois je me demande si nos enfants auraient agi différemment s'ils avaient su... Su quoi, ma chère? Demande Jeanne en posant son tricot. Rose échange un long regard avec Antoine. Dans ce silence, une décision muette se prend.
Après tant d'années de secrets, après tant de sacrifices cachés, peut-être est-il temps de se confier à ceux qui les aiment vraiment. Jeanne, Pierre, la voix de Rose tremble légèrement. Il y a quelque chose que nous ne vous avons jamais dit, quelque chose que nos propres enfants ignorent. L'attention se concentre autour d'elle. Pierre referme son livre, Jeanne pose son ouvrage. Dans leur regard, aucune curiosité malsaine, juste cette bienveillance qui caractérise les vraies amitiés. Nous ne sommes pas pauvres, lâche enfin Rose, comme si ces mots lui brûlaient la langue. Nous n'avons jamais été pauvres. Le silence qui suit cette révélation pèse lourd dans la petite pièce. Jeanne et Pierre se regardent, interloqués, cherchant à comprendre le sens de cette confidence inattendue. « Comment ça ?» demande Pierre avec la délicatesse de celui qui sent qu'il touche là à un secret douloureux. Antoine prend le relais, sa voix grave, chargée d'émotion. « Mon père possédait des terres dans l'arrière-pays marseillais, 50 hectares d'oliviers et de vignes. Quand il est mort, j'avais 23 ans. Rose était enceinte de Sandra. J'ai tout hérité. Mais, Jeanne hésite. Vous avez toujours vécu si simplement. Nous avons vendu les terres, petit à petit, poursuit Rose. Nous avons investi l'argent dans l'immobilier, dans des placements sûrs. Nous possédons. Elle baisse encore la voix. Nous possédons 4 appartements en centre-ville, des parts dans plusieurs sociétés et des comptes d'épargne bien garnis. La stupéfaction se lit sur les visages de leurs amis. Cette révélation bouleverse tout ce qu'ils croyaient savoir sur ce couple modeste, ces retraités aux vêtements simples, à la vie frugale. « Pourquoi ?» murmure Jeanne. « Pourquoi avoir vécu comme des gens modestes si vous aviez les moyens de... » « Parce que nous ne voulions pas que nos enfants grandissent dans l'oisiveté, » répond Antoine avec une conviction profonde. « Nous voulions qu'ils apprennent la valeur du travail, de l'effort, du mérite. Nous voulions qu'ils construisent leur propre vie sans compter sur un héritage. » Rose acquiesce, les larmes aux yeux. « Nous nous sommes privés de vacances pour qu'ils comprennent qu'il faut économiser. Nous avons porté des vêtements usés pour qu'ils apprennent à prendre soin de leurs affaires. Nous avons cuisiné des plats simples pour qu'ils sachent apprécier les choses essentielles. Tout cet argent. » La voix d'Antoine se brise. Il était pour eux. Chaque placement, chaque investissement, nous les faisions en pensant à leur avenir. Nous nous disions, quand nous ne serons plus là, ils ne manqueront de rien. Ils pourront acheter des maisons, payer les études de leurs enfants, vivre confortablement. Pierre, l'ancien professeur habitué à analyser les comportements humains, secoue lentement la tête. Vous vous êtes sacrifié toute votre vie pour préparer la leur. Et eux vous ont abandonné en croyant que vous étiez un fardeau financier. C'est exactement ça, souffle Rose. Sandra s'inquiète toujours des frais de la résidence. Bruno a calculé au centime près ce que notre prise en charge allait lui coûter. Robert n'a rien dit, mais je l'ai vu faire des comptes sur son téléphone. Il nous voit comme des vieillards ruinés qu'ils doivent assumer. L'ironie de la situation frappe les 4 amis de plein fouet. Ces enfants qui considèrent leurs parents comme un fardeau économique ignorent qu'ils sont en réalité les héritiers d'une fortune considérable. « Combien ?» demande Pierre, puis aussitôt « Pardon, ce ne sont pas mes affaires. 3 millions d'euros !» lâche Antoine, comme s'il se déchargeait d'un poids énorme. Peut-être plus avec la valorisation des biens immobiliers. Nous n'avons jamais fait de bilan précis. Jeanne porte sa main à sa bouche, saisie par l'ampleur de la révélation. 3 millions d'euros. De quoi offrir une vie confortable à toute une famille pendant des générations. Et maintenant, murmure-t-elle, que comptez-vous faire? Rose et Antoine se regardent. Cette question, ils se la posent depuis leur arrivée forcée à la résidence. Que faire de cet argent accumulé pour des enfants qui les ont rejetés? Comment léguer un patrimoine à ceux qui vous considèrent comme une charge? Nous ne savons pas, avoue Rose. Pendant 50 ans, nous avons vécu pour eux, économisé pour eux, planifié pour eux. Et maintenant, nous découvrons qu'ils peuvent vivre sans nous, qu'ils préfèrent même vivre sans nous. Alors peut-être, suggère Pierre avec cette sagesse que lui donnent ses années d'enseignement, peut-être est-il temps de vivre pour vous et pour ceux qui vous aiment vraiment. Cette phrase résonne dans le silence de la petite pièce comme une révélation. Oui, peut-être est-il temps de reconsidérer leurs priorités, de réfléchir à un legs différent, à un héritage basé sur l'amour réel plutôt que sur les liens du sang.
Vous savez, reprend Rose en regardant autour d'elle ce salon où ils ont trouvé une nouvelle famille, ces derniers mois, nous avons été plus heureux ici, avec vous, qu'en 50 ans d'efforts pour mériter l'amour de nos enfants. Antoine hoche la tête. Leur secret désormais partagé, ils se sentent libérés d'un poids immense, libres enfin de réfléchir à leur avenir sans l'ombre de cette fortune cachée qui a conditionné toute leur existence passée. Nous avons vécu comme des pauvres pour enrichir des ingrats, murmure-t-il. Il est peut-être temps de vivre enfin comme des riches et de partager notre richesse avec ceux qui nous rendent riches de leur affection. Dans le jardin visible par la fenêtre, les roses d'Antoine continuent de s'épanouir, indifférentes aux révélations humaines, belles de leur beauté gratuite et désintéressée. L'argent a ce pouvoir terrible de révéler la vraie nature des hommes. Comment la nouvelle s'est-elle répandue? Mystère des résidences où les murs ont des oreilles et les confidences des ailes. Peut-être Gérard a-t-il surpris une conversation, peut-être une aide-soignante a-t-elle mal interprété des propos. Toujours est-il qu'en l'espace d'une semaine, le secret des époux Dubois traverse les couloirs de la résidence Saint-Jacques comme une traînée de poudre. Et 3 jours plus tard, ils arrivent. 3 voitures de luxe qui se garent sur le parking visiteur avec l'arrogance des propriétaires. Une Mercedes classe E noire pour Sandra, un BMW X5 rutilant pour Bruno, une Audi A6 grise pour Robert. Des véhicules qui valent chacun le salaire annuel d'un ouvrier, ces ouvriers que leurs parents ont été toute leur vie. Ils viennent, murmure-t-elle à Antoine, qui arrose ses roses dans le petit jardin. Il n'a pas besoin de demander de qui elle parle. Depuis qu'ils ont confié leur secret à Jeanne et Pierre, tous deux redoutent ce moment, le retour des enfants prodigues, attirés comme des mouches par l'odeur de l'argent. Sandra apparaît la première dans l'encadrement de la porte du jardin. Mais cette Sandra-là ne ressemble plus à celle qui les a abandonnés il y a 3 mois. Terminé le costume strict de banquière, place à une robe fluide de créateur qui met en valeur sa silhouette encore avantageuse. Ses cheveux, fraîchement coiffés dans un salon huppé, brillent au soleil. Son maquillage, parfait, souligne des yeux soudain brillants d'une émotion qu'elle n'avait pas manifestée lors de leur séparation. « Papa! Maman !» Sa voix déborde d'une chaleur artificielle qui glace le sang de Rose. « Mais chérie, comment allez-vous? Vous m'avez tant manqué, tant manqué. » Rose observe cette fille qui n'a pas donné signe de vie depuis 3 mois, qui n'a pas répondu aux 2 lettres qu'elle lui a envoyées, qui n'a jamais décroché son téléphone quand la résidence appelait pour les nouvelles administratives. Bruno surgit à son tour, le visage illuminé d'un sourire qu'on ne lui connaissait plus depuis l'adolescence. Lui aussi a fait des efforts vestimentaires, costumes sur mesure, chaussures italiennes, montres de luxe qui reflètent les rayons du soleil. L'alcoolique négligé des dernières années a laissé place à un homme d'affaires prospère qui joue la comédie de l'émotion filiale. « Papa, je sais qu'on a eu des malentendus », déclare-t-il en s'approchant d'Antoine, bras ouverts. « Mais l'important, c'est qu'on soit là maintenant. On ne vous laissera plus jamais, plus jamais. » Ces mots résonnent comme une menace dans l'esprit de Rose, car elle comprend intuitivement que ce « plus jamais » ne concerne pas leur bien-être, mais leur fortune. Robert ferme la marche, et contrairement à ses aînés, il n'arrive pas à masquer complètement sa gêne. Ses vêtements, plus simples, sa démarche hésitante, ses regards fuyants, trahissent un malaise profond. Seul de la fratrie à avoir conservé un emploi modeste d'instituteur, il semble étranger à cette mascarade théâtrale. « Maman !» Il s'approche de Rose, et pour la première fois depuis des mois, elle lit dans ses yeux quelque chose qui ressemble à de la sincérité. « Je suis désolé pour tout. » Ces excuses, prononcées à voix basse, contrastent violemment avec les démonstrations ostentatoires de ses frères et sœurs. Rose sent son cœur se serrer. Robert, son Benjamin, celui qu'elle a allaité le plus longtemps, celui qui venait se blottir contre elle lors des orages. Y a-t-il encore quelque chose à sauver de ce côté-là? « Nous avons à vous parler », annonce Sandra avec cette autorité qu'elle a développée dans ses années de banque. C'est important, très important. Elle jette un regard circulaire sur le petit jardin transformé, sur les roses qui embellissent l'espace, sur Antoine, qui tient encore son arrosoir.
Pour la première fois, elle semble réaliser que ses parents ont créé quelque chose de beau ici, qu'ils ont trouvé une forme de bonheur qu'elle ne leur connaissait pas. « Vous avez fait du beau travail, papa », reconnaît-elle, et cette reconnaissance sonne étrangement dans sa bouche. « Mais ce n'est plus nécessaire, nous venons vous chercher, nous vous ramenons à la maison. » À la maison. Quelle maison? Rose et Antoine échangent un regard. Leur maison a été vendue, leurs affaires dispersées, leurs souvenirs jetés aux ordures. De quelle maison Sandra parle-t-elle? Nous avons trouvé un appartement magnifique, poursuit Bruno, avec un enthousiasme de commercial. Vue sur le vieux port, 3 chambres, terrasse, parking, vous serez comme des rois. Et bien sûr, nous assumons tous les frais. Plus question que vous vous priviez de quoi que ce soit. Plus question qu'ils se privent. L'ironie de la situation frappe Rose de plein fouet. Ces enfants qui les ont abandonnés, en les considérant comme un fardeau financier, découvrent soudain une générosité qu'ils n'avaient jamais manifestée. Et s'il vous faut une aide à domicile, une femme de ménage, n'importe quoi. Sandra surenchérit. L'argent n'est plus un problème. Plus jamais vous ne manquerez de rien. L'argent n'est plus un problème. Ces mots révèlent crûment la motivation de cette visite soudaine. Rose observe ces 3 visages qui portent ses traits, ces adultes sortis de son ventre, et elle a la sensation de regarder des étrangers. Pire, des prédateurs déguisés en famille aimante. « Nous sommes bien ici », répond enfin Antoine d'une voix calme qui masque sa colère. « Nous avons nos habitudes, nos amis. »« Vos amis ?» Bruno balaie l'argument d'un geste méprisant. « Et papa, vous parlez de ces vieillards de la résidence? Voyons, vous méritez mieux que ça. Vous méritez le luxe, les voyages, la belle vie. Nous allons rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu. » Rose sent la nausée monter. Ce temps qu'ils ont vécu simplement, humblement, par choix et par amour pour leurs enfants, voilà qu'on le présente comme du temps gâché, des années d'erreurs qu'il faudrait effacer par le faste et la dépense. Seul Robert reste silencieux, observant la scène avec cette expression douloureuse de celui qui assiste à un naufrage moral. « Alors, insiste Sandra, nous pouvons signer le bail dès demain. Dans 1 semaine, vous serez installés comme il se doit. » Dans le silence qui suit, Rose entend les oiseaux chanter dans les arbres du jardin, le murmure de la fontaine qu'Antoine a réparée, les rires lointains de Jeanne et Pierre qui partagent une plaisanterie dans le salon de lecture. Cette vie qu'elle a appris à aimer, ces amis authentiques qu'elle a découverts, cette sérénité conquise malgré l'abandon, tout cela vaut-il moins que l'appartement luxueux qu'on lui propose? « Nous allons réfléchir, » répond-elle enfin. Les visages de Sandra et Bruno se crispent. Cette réponse ne figure pas dans leur script de réconciliation. La vérité a parfois besoin d'un théâtre pour éclater au grand jour. Jacques n'a jamais connu pareille tension. Rose et Antoine, assis côte à côte sur le canapé beige réglementaire, font face à leurs 3 enfants, installés en demi-cercle comme un tribunal improvisé. Autour d'eux, une dizaine de résidents assistent à cette confrontation familiale avec la fascination morbide de ceux qui reconnaissent leur propre drame dans celui des autres. Jeanne et Pierre se tiennent en retrait, présence silencieuse mais rassurante pour leurs amis. Madame Lefebvre, l'infirmière coordinatrice, observe la scène depuis l'embrasure de la porte, prête à intervenir si la situation dégénère. « Nous avons été patients », déclare Sandra en consultant sa montre Cartier, « mais votre temps de réflexion est écoulé. Nous repartons cet après-midi pour Paris et nous voulons une réponse. Venez-vous avec nous ou non ?» Sa voix a perdu les inflexions mielleuses de la veille. La vraie Sandra refait surface. Celle qui dirige sa banque d'une main de fer, celle qui négocie des millions sans ciller, celle pour qui l'émotion n'est qu'un outil de manipulation. « Et si nous refusons ?» demande Antoine d'une voix posée qui masque sa détermination. « Papa !» Bruno s'emporte, révélant lui aussi son vrai visage. « Soyez raisonnable. Qu'est-ce que vous avez ici? Une chambre d'hôpital, des repas infects, des vieux qui radotent. Nous vous offrons le luxe, et vous hésitez? Le luxe. » Rose répète ce mot avec une amertume profonde. Curieux, cette générosité soudaine. Hier encore, vous calculiez au centime près ce que notre entretien allait vous coûter. Un silence gêné accueille cette remarque.
Sandra et Bruno échangent un regard complice, celui des conspirateurs démasqués qui cherchent une parade. Les temps changent, maman, tante Sandra. Notre situation financière s'est améliorée. Vraiment? Antoine se lève, sa stature d'ancien ouvrier imposant malgré l'âge. Ou bien avez-vous entendu parler de notre situation? Le mot reste en suspens, chargé de sous-entendus. Dans l'assistance, les murmures s'intensifient. Plusieurs résidents connaissent déjà le secret des époux Dubois grâce aux indiscrétions de couloir. Robert, jusqu'ici silencieux, relève soudain la tête. Pour la première fois depuis leur arrivée, il regarde ses parents droit dans les yeux. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Sa voix tremble, mais elle porte cette sincérité qui manque cruellement à ses aînés. Sandra et Bruno se tournent vers lui, inquiets de cette initiative non prévue dans leur stratégie. « J'ai honte, » poursuit Robert. « Honte de ce qu'on a fait, honte de la façon dont on vous a traité, honte d'être ici aujourd'hui pour de mauvaises raisons. »« Robert !» Sandra tente de l'interrompre, mais il continue, libérant des mois de culpabilité refoulée. « Sandra, Bruno, regardez-vous ! Vous êtes pathétiques. Hier, vous traitiez nos parents comme des boulets. Aujourd'hui, vous leur promettez monts et merveilles. Pourquoi? Parce que vous avez appris qu'ils ont de l'argent. » L'aveu claque dans l'air comme un coup de tonnerre. Autour d'eux, les résidents retiennent leur souffle. Madame Lefebvre s'avance, pressentant que la situation va basculer. « C'est faux !» proteste Bruno, mais sa voix manque de conviction. « Nous voulons juste réparer nos erreurs, rattraper le temps perdu. »« Menteur !» explose Robert, des années de frustration dans la voix. « Tu as appelé tous tes contacts pour savoir combien ils possèdent exactement. Sandra a déjà fait établir des devis de rénovation pour l'appartement qu'elle veut leur acheter. Vous ne pensez qu'à l'héritage. » Cette trahison fraternelle sidère Sandra et Bruno. Leur petit frère, celui qu'ils ont toujours considéré comme le moins doué de la fratrie, vient de faire exploser leur mascarade. Et alors, Sandra abandonne soudain toute hypocrisie. « C'est notre argent, notre héritage. Ils l'ont économisé pour nous. »« Votre argent ?» Rose se lève à son tour, la voix vibrante d'indignation. « Votre argent. Cet argent, nous l'avons gagné à la sueur de notre front. Votre père s'est tué au travail pendant 40 ans. J'ai cousu jusqu'à m'abîmer les yeux. Nous nous sommes privés de tout pour vous. Et vous osez dire que c'est votre argent. Maman. » Bruno tente une dernière manœuvre de charme, mais Rose ne l'entend plus. « Savez-vous pourquoi nous avons vécu modestement ?» Sa voix porte maintenant dans tout le salon, captivant l'assistance. Pour que vous appreniez la valeur du travail, pour que vous compreniez qu'on n'obtient rien sans effort, pour que vous deveniez des gens bien. Et qu'êtes-vous devenu? Une banquière sans scrupules qui manipule l'argent des autres, un alcoolique qui vit d'expédients, et le seul qui ait encore une conscience, vous l'écrasez. Robert baisse la tête, ému par cette défense inattendue. Pour la première fois depuis des années, sa mère le distingue de ses frères et sœurs, reconnaît sa différence. « C'est fini », poursuit Rose, portée par une colère libératrice. « Fini de vivre pour vous, fini de sacrifier notre bonheur pour des ingrats. Nous avons trouvé ici une vraie famille, des amis qui nous aiment pour ce que nous sommes, pas pour ce que nous possédons. » Antoine s'approche de sa femme, lui prend la main. Dans ce geste simple, 52 ans de complicité, de soutien mutuel, d'amour authentique. « Vos mères a raison », déclare-t-il solennellement. « Nous restons ici, avec nos vrais amis, et notre testament. » Il marque une pause dramatique. « Notre testament sera revu en conséquence. » La menace est claire. Sandra et Bruno pâlissent, réalisant soudain que leur cupidité vient peut-être de leur coûter l'héritage de leurs rêves. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurle Sandra. « C'est de la chantage. Nous sommes vos enfants. »« Nos enfants ?» Rose la regarde avec une tristesse infinie. « Nos enfants sont morts, le jour où vous nous avez regardés comme un fardeau. Vous n'êtes plus que des étrangers qui portent notre nom. » Dans le silence qui suit, Robert se lève lentement. Sous les regards stupéfaits de ses aînés, il s'approche de ses parents et s'agenouille devant eux. « Pardonnez-moi » murmure-t-il, les larmes aux yeux. « Pardonnez-moi d'avoir participé à cette mascarade. Je ne mérite peut-être pas votre pardon, mais je vous aime. Je vous ai toujours aimé, même quand j'étais trop lâche pour le montrer. » Rose regarde ce fils agenouillé.
cet homme qui retrouve enfin son humanité. Lentement, elle pose sa main sur ses cheveux grisonnants. Le pardon se mérite, Robert, mais l'amour se donne à ceux qui savent encore le recevoir. 6 mois plus tard, l'automne marseillais dore les feuilles du petit jardin de la résidence Saint-Jacques. Antoine, agenouillé près de ses rosiers, prépare la terre pour l'hiver avec cette patience d'homme qui a appris à savourer chaque geste, chaque moment de bonheur conquis. Rose l'observe depuis le banc qu'il a repeint en bleu lavande, couleur qu'elle a choisie parce qu'elle lui rappelle les chants de Provence de son enfance. À ses côtés, Jeanne tricote un pull pour sa petite fille, pas celle de son sang mais celle de son cœur, la fille de Robert, la seule à lui rendre visite régulièrement. « Maître Dubois va arriver », annonce Pierre en consultant sa montre. L'ancien professeur a repris du service comme conseiller bénévole pour les questions administratives des résidents, trouvant dans cette activité un nouveau sens à sa retraite forcée. Maître Dubois, aucun lien de parenté, l'ironie du nom les fait toujours sourire, et le notaire qui a accepté de se déplacer à la résidence pour la signature du Nouveau Testament. Un homme de 60 ans à l'ancienne qui comprend que ses clients âgés méritent respect et considération. « Vous êtes sûr de votre décision ?» demande Jeanne pour la 100e fois. Non par doute, mais par affection inquiète pour ses amis qui s'apprêtent à révolutionner l'ordre familial traditionnel. « Dans certains, répond Rose avec cette sérénité qu'elle a acquise au fil des mois, nous avons vécu 75 ans en pensant d'abord aux autres. Il est temps de penser à ceux qui pensent à nous. Le Nouveau Testament, fruit de longues réflexions et de discussions passionnées entre amis, redistribue l'héritage selon une logique révolutionnaire, celle du mérite affectif plutôt que du lien sanguin. Jacques recevra 1 million d'euros. Somme qui permettra d'améliorer les conditions de vie de tous les résidents, de créer une vraie bibliothèque, d'agrandir le jardin, d'embaucher du personnel supplémentaire choisi pour sa vocation plutôt que par défaut économique. Jeanne et Pierre, ses amis providentiels, hériteront chacun de 500 000 euros, reconnaissance matérielle de l'amour authentique qu'ils ont apporté à Rose et Antoine dans leurs moments les plus sombres. Madame Lefebvre, l'infirmière qui la première leur a rendu leur dignité, recevra 100 000 euros pour créer l'association d'aide aux personnes âgées abandonnées qu'elle rêve de monter depuis des années. Gérard, l'agent d'entretien devenu complice d'Antoine dans la renaissance du jardin, héritera de 50 000 euros qui lui permettront enfin d'acheter cette petite maison avec terrain qu'il convoite pour cultiver ses propres légumes. Robert, seul de la fratrie à avoir montré un repentir sincère, recevra 400 000 euros, pas par droit de naissance, mais par reconnaissance de son retour à l'humanité, somme suffisante pour qu'il puisse offrir à sa famille une vie décente sans être tenté par l'oisiveté. Sandra et Bruno, en revanche, ne toucheront chacun qu'1 euro symbolique, accompagné d'une lettre explicative, pour la valeur de l'amour que vous nous avez donné. Monsieur et Madame Dubois, la voix de l'aide-soignante les tire de leurs pensées. Maître Dubois est arrivé. Dans le salon de lecture transformé pour l'occasion en étude notariale improvisée, la cérémonie se déroule avec la solennité que mérite ce moment historique. Jeanne et Pierre, témoins émus, observent leurs amis signer les documents qui officialisent leur nouvelle conception de la famille. « C'est fait », murmure le notaire en apposant son sceau. « Vos dernières volontés sont désormais légalement enregistrées. » Rose sent un poids énorme s'envoler de ses épaules. Cette fortune qui a conditionné toute leur existence, cette richesse cachée qui les a empêchés de profiter de la vie, trouve enfin sa destination légitime, récompenser l'amour authentique plutôt que l'accident génétique. « Et maintenant ?» demande Antoine en rangeant précieusement sa copie du testament. « Maintenant, nous vivons », répond Rose avec un sourire radieux. « Nous vivons enfin pour nous, avec ceux qui nous aiment vraiment. » Le soir même, ils organisent une petite fête dans le jardin. Madame Lefebvre a apporté une bouteille de champagne pour arroser la nouvelle famille. Gérard a préparé un barbecue improvisé. D'autres résidents se joignent à eux, attirés par cette joie communicative. Sous les étoiles de Provence, ces hommes et femmes que la société considère comme des rebuts retrouvent le goût de la fête, du rire partagé, de l'amitié simple et vraie. 2 heures, accompagné de sa femme et de sa fille de 12 ans.
Il n'était pas invité, mais son instinct lui a dit qu'il se passait quelque chose d'important. « Papa, maman. » Il s'approche timidement du petit groupe. « Je peux me joindre à vous ?» Rose le regarde longuement. Cet homme de 42 ans qui ressemble encore au petit garçon qu'elle a bercé lors des orages. Dans ses yeux, elle lit une sincérité qui a mis des mois à mûrir. Un amour qui a survécu aux erreurs et aux lâchetés. « Bien sûr, » dit-elle simplement, « la famille, la vraie, est toujours ouverte à ceux qui savent aimer. » Et tandis que la nuit méditerranéenne enveloppe de sa douceur cette assemblée hétéroclite, Rose comprend que sa vie n'était pas finie le jour où la camionnette de la résidence est venue les chercher. Elle commençait. Une vie différente, certes, mais une vie riche de relations authentiques, d'amour désintéressé, de bonheur partagé. Dans le jardin d'Antoine, les roses continuent de s'épanouir, indifférentes aux saisons humaines, belles de cette beauté gratuite qui n'attend rien en retour que le plaisir d'être admirée. Comme l'amour véritable, finalement. Le véritable trésor n'était ni dans les terres, ni dans les millions, mais dans la découverte de qui mérite vraiment notre cœur. Et vous, quelle est votre définition de la vraie famille? Celle qui partage votre sang ou celle qui partage votre cœur? Laissez-moi le mot « famille » en commentaire avec votre réflexion. Et si cette histoire vous a touché comme elle m'a bouleversé, un petit like et un abonnement nous aideraient énormément à atteindre les 1000 abonnés pour continuer à vous raconter ces histoires qui nous font réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. À bientôt pour une nouvelle histoire qui, j'espère, saura encore une fois toucher vos cœurs.